Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 5 mars 2024. Alors aujourd'hui, un rebond sur les marchés. On a peut-être des concessions de la part de Trump, même si c'est pas encore explicite, notamment sur les droits de douane. Comme d'habitude, hein, on le sait, Trump il dit blanc un jour et noir le lendemain pour essayer de déstabiliser. Mais bon, dans l'ensemble, il faut se focaliser surtout sur les grosses tendances. Euh, on va parler aussi de l'Europe avec la hausse des dépenses militaires, notamment de l'Allemagne. Hein. L'Allemagne qui, depuis des décennies, fait vraiment un effort, notamment sur le budget et d'éviter d'endetter un peu trop son pays. Là, ils sont plutôt partis pour lâcher les chevaux et investir massivement, notamment dans la défense. Hein. On l'a dit, c'est le grand axe actuellement. La défense des pays, la souveraineté, hein, que tous les pays soient capables de se défendre un peu eux-mêmes et d'avoir plus d'argent, une part plus importante de leur PIB allouée aux dépenses militaires. Et donc l'Allemagne est en train de faire un gros coup là-dessus. On verra aussi quelques autres valeurs. Et on va commencer avec les chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les chiffres aujourd'hui, alors on a eu la Chine, on a une confirmation hein, sur la Chine, les PMI services, hein, ça mesure notamment la contraction ou l'expansion du secteur économique et donc sur les services. La Chine revient à 51,4 après être à 51. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation et on avait quelques doutes même qu'on ait une progression. Hein. On visait plutôt les 50,8 et on voit donc que c'est mieux. Donc la Chine qui confirme, c'est pas encore exceptionnel, c'est pas une sortie en bouchon de champagne, mais on a des chiffres qui à chaque fois qui arrivent et qui sont positifs et qui sont les uns mis derrière les autres, confirment le renouveau et on l'a déjà vu sur certaines actions. Chinoise notamment, on a l'Inde aussi, et c'est pour ça que j'ai mis le Nifty, hein, le S&P India Nifty notamment, qui c'est l'équivalent du CAC 40 mais en Inde en gros. Donc sur le marché indien, PMI Service, alors là on est quand même un peu mieux, 56,5 dernièrement, on espérait les 61 et on est à 59. Alors on fait un peu moins bien que prévu, mais on est encore en expansion et en expansion supérieure à ce qu'on avait la fois précédente sur l'Inde. C'est plutôt intéressant et on voit cette séquence, notamment ces derniers jours sur le marché indien, qui ressemble à une réaction. Alors, c'est pas totalement sûr, évidemment. Hein. On peut jamais être sûr à 100%. C'est dans la bourse, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire all-in. Mais on a peut-être ici une ouverture pour tenter un rebond technique et un changement de dynamique sur l'Inde. On avait noté ces deux niveaux, hein, notamment 46,43 et 48,45 environ. Le premier, il a lâché, mais on est revenu quasiment sur le deuxième et on a un début de rebond. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la percée sous les 30 au niveau RSI. Et la réaction, est-ce qu'on a fini de dégrader à tel point que maintenant on touche le fond et on repart vers le haut? Bah, peut-être, ça y ressemble sur l'Inde. La confirmation, on l'a racan hein, sur cassure d'oblique ici. Ça demande encore une progression de 3 à 4%, mais si on l'a, on aura probablement du travail ici et puis un retournement peut-être général sur l'Inde. Si on veut le jouer, c'est la première, on va dire une des premières fenêtres intéressantes à jouer sur l'Inde pour jouer un retournement. On va regarder les marchés. Ah oui, il y a aussi les chiffres PMI Services qui sont revenus en Europe. Mauvais, notamment en France, 45,3. Alors probablement impacté par la crise politique qu'on a eue en France. En Espagne, on est à plus de 56, 53 en Italie, 51 en Allemagne, 50 en Europe. Donc on voit qu'on est pour l'instant les mauvais élèves, mais probablement les politiques ont impacté pas mal ce chiffre, je pense.
On a également les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis qui sont revenus vraiment très bas. On était à 183 000, on espérait 144 000 et on fait 77 000. Confirmation, là ça fait beaucoup de chiffres, hein, c'est une quasi-certitude maintenant. L'économie américaine a du mal et, alors pas en récession, mais sa croissance va être un peu molle. C'est pour ça que Trump est assez agressif et assez volontaire en ce moment et il tape fort un peu sur tout le monde parce qu'il sait qu'il les connaît encore mieux que nous, là, les chiffres qui reviennent qui sont mauvais et il y a aussi une inflation sous-jacente qui pourrait revenir aux États-Unis. Donc forcément les actions américaines, et il faudrait qu'on revoie Walmart parce que hier et avant-hier j'ai oublié. Les techs aussi ont du mal, on reparlera des techs en fin de semaine avec Broadcom qui donnera ses résultats, mais pour l'instant hein, l'économie américaine confirme quand même son manque de force. Et donc l'Europe, et notamment l'Europe avec la défense, hein, c'est vraiment le marché à jouer. Et peut-être aussi la Chine, toujours, hein, qui est plus intéressante. PMI Service, on est revenu à 51 aux États-Unis, alors qu'on était à 52,9. On voit là aussi des chiffres de croissance qui sont au ralenti. On est un peu mieux sur les chiffres ISM, mais ISM, j'aime moins parce qu'il y a moins de données. Le panel est un peu plus petit. Ça donne des chiffres, selon moi, un peu moins fiables. Voilà, donc pour un peu un petit contexte global sur l'économie mondiale et les chiffres macro, on va regarder alors, rapidement le Dow, hein, toujours assez moyen, même si ça peut rebondir un peu aujourd'hui. Le Nasdaq qui attend probablement Broadcom les résultats jeudi. On l'avait dit hier, hein, on est sur des niveaux clés. Je pense qu'on va pas bouger énormément ces prochains jours. C'est Broadcom qui va décider. Mais peut-être que Trump, avec ses annonces des taxes qui sont mis en place hein, à partir de, je crois, aujourd'hui ou hier, ou demain, c'est 3, 4, 5, 6 de mémoire sur les taxes douanières. S'il commence à avoir des accords qui se font pour baisser une partie ou pas, ça pourrait faire du bien. La politique aussi de Trump, c'est quoi? C'est d'isoler la Chine un petit peu, qui est son principal rival hein, en termes d'économie, et la Chine qui est en train de se remettre de sa crise immobilière. Donc c'est pour ça aussi qu'on a Trump qui fait copain avec les Russes, parce que ça lui permet de mettre un peu la Chine à l'écart. On va regarder le CAC 40. Toujours en embuscade sous les plus hauts. On n'a pas eu de gros résultats, je crois, dernièrement. On a eu juste Thales hier, mais là, il y avait Dassault Aviation, mais ils sont pas au CAC. Hop, je regarde. On a Bouygues demain. Et c'est tout. Donc plutôt bien, hein. C'est un beau signe de force, une consolidation à plat sur le CAC 40. Quand on voit ça, c'est plutôt un gros signe de force et les statistiques hein, de chance d'aller plutôt vers le haut sont plutôt favorables que d'aller vers le bas. Alors là, comme d'habitude, hein, c'est pas une occurrence de 100%, mais on est plutôt optimiste, porté notamment hein, par les valeurs de la défense. Et on va en reparler notamment des valeurs de la défense avec le CAC 40. On va juste parler avant d'une valeur dont on avait parlé hier, on avait parlé aussi avec les membres un peu avant, notamment c'est Eutelsat, hein, Eutelsat avec le retrait des Américains en Europe, avec l'augmentation des dépenses militaires de tous les pays européens et les problèmes qu'on a avec notamment Starlink qui est américain et les États-Unis hein, qui sont en train de se dégager un peu des dépenses militaires dans l'OTAN au niveau européen. Ça remet un peu la charge à l'Europe et à la plupart des pays de prendre un peu mieux en charge justement les défenses et donc les entreprises qui sont liées à ça. Et on avait parlé de Telsat notamment hein, pour toute la gestion des télécommunications. Aujourd'hui c'est beaucoup en Ukraine, notamment Starlink, mais même pour d'autres hein. C'était un secteur qui était un peu abandonné et qui pourrait retrouver de la vie justement avec ces investissements massifs et on l'a vu alors avec Thales forcément ces derniers mois on le dit hein, depuis un moment, Thales était sous-valorisé et puis avec les investissements ça remonte fort mais il y a toujours des valeurs comme ça qui repartent un peu plus tard et Eutelsat en fait partie, donc on l'avait dit hein, et ce qui est intéressant c'est surtout alors les volumes qui sont énormes mais qui sont toujours de plus en plus grands depuis lundi.
Mardi, on les bat. Et aujourd'hui, mercredi, on continue de les battre. Donc, il y a toujours énormément d'investissement dessus, hein. On fait plus 119% aujourd'hui. Donc, jackpot, hein, sur Eutelsat. J'espère que beaucoup d'entre vous aussi ont acheté Eutelsat. Alors forcément, comme c'est une ligne spéculative, on peut pas se permettre. Alors même s'il y en a qui le font, hein, et puis ça peut faire du bien, hein. Si vous mettez une grosse ligne, bah, vous faites presque votre année en quelques jours. Mais bon, comme c'est quand même extrêmement spéculatif, moi j'ai mis une ligne un peu modeste, mais forcément, hein, plus 119%, on a déjà multiplié par 2, hein, même plus. La ligne par rapport à la date d'achat, qu'est-ce qu'on peut espérer sur Eutelsat? Bah, comme on a toujours des volumes plutôt intéressants, on peut espérer la continuation. Et puis le jour où ça commence à s'affaiblir, qu'on va pas taper des nouveaux plus hauts, qu'on commence à avoir un chandelier rouge peut-être, qu'il faudra penser à la vente court terme, parce que forcément il va y avoir des prises de bénéfices. Mais comme on avait déjà une valorisation assez faible, c'est un peu le terreau favorable pour des explosions comme ça, un peu surréalistes, parce que Telsat, ils ont pris 530% en 3 jours. Voilà. Et c'est peut-être pas fini. Alors on verra demain, après-demain. Il y a des belles résistances ici sur les 9,4 ou les 11,2. Mais surtout, on surveillera peut-être les volumes. Allez, on va regarder le CAC 40 pour voir. ArcelorMittal, alors oui, on va voir aussi quelques valeurs dont on est toujours plutôt fan et sur lesquelles il est intéressant, je pense, toujours de s'investir. Arcelor, ça fait un moment qu'on dit que c'est positif, hein, et elle continue de battre à chaque fois des records court terme. Alors les records long terme, ils sont ici, hein, sur les 32,3, mais il y a de grandes chances qu'on y aille. Alors est-ce qu'on va y aller tout droit ou est-ce qu'on va consolider un peu avant d'y aller? Mais en 2025, hein, les 33, 34 euros, ils sont certainement atteint sur Arcelor. Là aussi, ça fait un moment qu'on le dit, donc il fallait mieux, hein, prendre le train un petit peu avant, mais ça reste toujours favorable. Et dans une optique plutôt moyen-long terme, ArcelorMittal, ils vont continuer de monter. Saint-Gobain aussi. Saint-Gobain, je crois qu'ils n'ont pas un PER délirant non plus. J'ai vu ça, donc toujours plutôt favorable. Alors il y a eu le petit retour ici sur les 91. Et on est reparti directement, notamment aujourd'hui. On aurait préféré une petite accumulation un peu plus longue, mais ça valide quand même un support et surtout la tendance. Alors Saint-Gobain, oui, hein, on dirait un peu méta-plateforme, mais le PER justement est pas si énorme que ça. Et puis la transition qu'ils ont fait notamment dans la chimie, hein, et l'argent et les chiffres d'affaires dégagés dans le secteur, notamment, est en train de leur donner une nouvelle dimension. C'est pour ça que on a cette croissance plutôt intéressante sur Saint-Gobain et puis Thales. On va pas le redire, on en parle tous les jours. Forcément, ça explose beaucoup. Il y aura une petite des prises de bénéfices. C'est pas sûr que ça arrive maintenant, hein, les prises de bénéfices. Ça peut repartir encore demain, après-demain. Sur le moyen long terme, on est toujours largement favorable sur Thales. S'il y a des replis, il faudra les acheter. On peut même acheter maintenant. Si on est capable de supporter une moins-value d'éventuellement de 20 à 30%, mais ça repartira, donc peut-être des achats en plusieurs fois, mais toujours très positif. Et Unibail qui a du mal à taper sa résistance, ça reste quand même une valeur plutôt intéressante et bien orientée. Il y a ça de grosses résistances à 82, mais là on met quoi? On met des 21, 23, on met 3 ans pour revenir la taper. Et là on revient et ça fait un peu... alors, elle n'est pas parfaite, mais ça fait un peu une figure de tasse à vacances. C'est une figure, hein, très connue, où on fait la tasse, le bas de la tasse, hop, et le haut de la tasse. Et une fois qu'on a été taper la résistance, qu'est-ce qu'on fait? On fait lance. On vient taper, on tape, et quand on casse lance, normalement ça valide une séquence haussière de retournement long terme. Donc sur Unibail, qu'est-ce qu'on attend? On attend la cassure des 82-96, on va dire les 83 euros, et on devrait avoir une confirmation. Là aussi, vous
casser les 83, ça veut pas dire à 100% qu'on va avoir une séquence haussière, hein. Si demain il y a des résultats qui sont mauvais ou un contexte économique qui change, forcément ça va impacter le cours, mais on est quand même dans des dispositions et dans des statistiques qui sont largement favorables, et c'est ça qu'on joue notamment en analyse technique et en trading, c'est de mettre les statistiques de son côté et d'avoir plus de chances de réussir que d'échecs, et si vous faites ça une fois, 10 fois, 100 fois, bah, vous serez majoritairement gagnant. Donc on surveille ces niveaux-là sur Unibail. Danone, on est toujours favorable. Et NJ aussi, on va pas en parler plus que ça. Et on va parler de quelques valeurs que je surveille notamment sur le portefeuille qui sont plutôt favorables. On va commencer par SEB. Là, on a le graphe notamment de la vente à découvert sur SEB. Alors en blanc, on a le cours qui descend un peu. En bleu, on a les positions de vente à découvert avec le pourcentage du capital. Alors on voit qu'il n'est pas énorme, hein. On était à 0,6, on est monté rapidement à un peu plus d'1% du capital, et puis il y a les résultats qui sont arrivés. On a revendu et finalement on est ici à 0,03, 0,35 de capital vendu à découvert sur SEB. C'est pas beaucoup, surtout qu'on a la Chine qui va plutôt bien. Moi je regarde souvent, hein, les données chinoises, et on a de belles données macro. On a vu notamment récemment, hein, BYD ou BYD, le constructeur véhicule électrique. On a vu Alibaba, on a vu Tencent. Toutes ces valeurs-là ont explosé. Pourquoi je parle de SEB avec la Chine? Parce que c'est notamment un de leurs secteurs privilégiés. Ils construisent aussi là-bas, et ils ont pas mal de ventes attendues en Chine. Ils sont énormément exposés au marché chinois, comme LVMH ou Hermès. Donc, avec le retour de la Chine et le retour de la croissance et de la confiance, SEB, il devrait notamment impacter pas mal les ménages, la classe moyenne chinoise. Donc, on voit plutôt une VAD qui se rachète et un cours qui est sur des niveaux plutôt bien intéressants, parce que c'est ça, c'est le carré bleu. Le carré bleu, hein, qu'on avait un peu défoncé là, en 2022, mais à partir de janvier 2023, on le casse, on revient. Juin 2023, support, on rebondit. Octobre 2023, support, on rebondit. Août 2024, ici, support, on rebondit. Janvier 2025, support, on rebondit. Boum, ici, avec des volumes énormes. Regardez les volumes. Février 2025, support, boum, on rebondit. Avec la Chine qui est en train de revenir un peu, si on veut du SEB, c'est sur ces niveaux-là qu'il faut l'acheter, hein, entre les 80 et 90, même après. Mais là, on a, je pense, un SEB pas cher. Des vendeurs à découvert qui se disent que finalement ça vaut peut-être pas le coup de jouer la baisse, parce que là on était sur des niveaux un peu potentiellement, hein, si on casse, oui, ça va pas bien, mais les volumes ils sont là, la tendance elle est plutôt au rebond, donc plutôt intéressant, je pense, d'acheter SEB. Surveille toujours, hein, éventuellement un retournement rapide du marché, mais a priori on est plutôt parti pour aller vers le haut sur SEB. On va regarder aussi. Une valeur toujours intéressante, hein, j'en parle souvent parce que je suis aussi actionnaire notamment, hein, d'Imerys. Mais Imerys, ils alignent aussi les bons points. On a parlé, hein, du contrat sur le talc aux États-Unis qui avait été réglé, de la reprise un peu du secteur matériaux, chimie et matériaux bruts, des volumes aussi et des niveaux clés rachetés. Donc sur Imerys, c'est puis aussi une valeur avec un PER assez faible et une visibilité plutôt intéressante. La cassure, hein, on en a parlé déjà, le gap sur résultat et la possibilité d'OPA, hein, d'Imerys. On vient accumuler sur un moyenne à 200. Bon, hier, gros chandelier rouge, aujourd'hui c'est déjà racheté, on est toujours en embuscade sous les 31,2, mais ça peut partir vite, hein, ce genre de choses. C'est soutenu par des volumes, c'est soutenu par des niveaux clés intéressants, donc Imerys probablement aussi à acheter maintenant. Pour la Chine, alors il y a beaucoup de valeurs, hein. On peut parler d'Alibaba aussi. Alibaba,
Toujours positif, moyen terme, évidemment, sur Alibaba. Mais là, à court terme, moi, j'ai pris mes bénéfices. Je regrette pas. Je rentrerai peut-être après, mais on a, on a commencé à peut-être un début de consolidation sur le titre. Alors, s'il y a une bonne nouvelle, hein, ça repartira, et puis ça repartira sans moi, c'est pas grave. Mais si on revient un peu plus bas, forcément, je serais intéressé pour re-rentrer sur Alibaba. Mais il y a un moment où il faut prendre ses bénéfices. On est toujours favorable, hein, moyen terme ou long terme, pour aller taper les 180 sur Alibaba. Par contre, des valeurs chinoises qui n'ont pas totalement explosé. JD.com, on le voit, la belle figure, hein, de JD.com, un peu comme le marché chinois avec le point de retournement. Ici, la sortie, puis la congestion, et enfin la sortie de congestion avec le canal haussier qui est en train de se mettre en place pour le retournement long terme. Et là, on n'a pas eu de grosse progression, si ce n'est celle-là, au mois d'octobre, hein, septembre-octobre. Donc je pense qu'on devrait les dépasser, notamment les 48, et aller au-dessus. On est sur les 43. On voit cette séquence un peu de canal haussier qui se met en place sur JD.com. Ça peut être intéressant. L'Oréal, je suis rentré dessus, hein, j'en ai parlé récemment sur L'Oréal. Belle valeur, et aussi sur le luxe, donc probablement aussi à acheter, avec une séquence très favorable, notamment ici, hein, sur le bas de canal. On va certainement avoir du mal à nouveau ces prochains jours, hein, sur la moyenne à 200, travailler un peu, mais la dynamique est là, et la croissance, avec aussi la Chine qui revient sur le luxe, et la baisse de capitalisation, ça rend L'Oréal plutôt intéressant à acheter maintenant. Et Mersenne, qu'est-ce qu'ils ont fait, Mersenne? Boum, aujourd'hui, ils viennent de casser. Donc on était favorable, hein, sur Mersenne, on en avait parlé notamment ici au début janvier. J'avais fait le petit dessin avec les rachats sur support. La cassure ici et la confirmation, c'est ce qu'elle a fait, hein. On va pouvoir enlever le petit dessin. Avec un petit gap haussier en prime qu'on n'est pas venu combler. Plutôt une zone de force. Alors il faudra tenir. On est toujours baissier, on le voit sur Mersenne qui a toujours un peu des problèmes, notamment sur le secteur automobile qui est pas au mieux, notamment sur l'électrique. Mais là aussi, on a Mersenne au tapis. 42, 43, juillet 2023. On est à peine sur les 20, on est divisé par 2. Sur Mersenne, avec le support ici des 18,35, hein, sur lequel on est quasiment revenu. Les petits pics de volume qui sont plutôt achetés, qui vont plutôt bien. Donc là aussi sur Mersenne, la tendance est moyenne, même négative, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est la fin justement de cette tendance négative. Mersenne, on va plutôt aussi être long terme. Je suis pas sûr qu'on ait une reprise en V sur ce genre de valeur. Par contre, si on veut acheter du Mersenne pour du moyen long terme, ça peut être intéressant parce qu'on le touche actuellement relativement peu cher et qu'on a des signaux de fin de baisse plutôt favorables. Il y a aussi un canal haussier qui est en train de se mettre en place, hein, sur Mersenne. Là aussi, on viendra taper les résistances, la moyenne à 200, on aura du mal, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le titre, qui vaut pas très cher aujourd'hui, donc plutôt favorable aussi pour se mettre à l'achat. Solvay aussi, hein, je suis rentré sur Solvay il y a quelques jours maintenant, toujours positif dans la chimie et les matériaux notamment. On le voit, hein, ce travail sur la moyenne à 200, et puis ça revient de plus en plus fréquemment et on casse, et puis là on est en train de travailler depuis 2 semaines environ ces niveaux-là, notamment les 31,5, hein, environ. Là aussi c'est plutôt bien, avec notamment le pic de volume et le rebond, hein, suite aux rentrées du 4 février. Là aussi, c'est une action qui me semble intéressante à prendre maintenant pour jouer la continuation, hein, et les 38 € à court ou moyen terme. Et puis Téléperformance, là aussi les résultats, on l'avait dit dès les résultats, surprenant de vendre une valeur qui avait quand même plutôt des bons résultats. Alors c'était une ligne ou deux en particulier qui n'avait pas été appréciée, hein, par les investisseurs, notamment jugé un peu trop prudent, et puis je crois que c'était sur la marge
une partie de la marge de Téléperformance qui était jugée assez moyenne, mais tous les autres chiffres étaient plutôt bons. On avait une capitalisation aussi à la casse hein, sur Téléperformance et des résultats qui sont plutôt plus que corrects, qui doivent être achetés. Et on a eu la confirmation avec cette mèche basse et la confirmation les prochains jours. Et aujourd'hui, on vient de combler le gap ici sur les 100, et le gap qu'on avait fait sur résultats. Donc, on n'a pas, moi, j'ai pas changé d'avis. Je suis toujours positif sur Téléperformance. Le marché, lui aussi, valide que finalement, c'était un peu sévère la vente sur résultats. Là aussi, on va pas monter en V comme des dingos, mais ça devrait être intéressant. Téléperformance à moyen terme, parce que là aussi ils sont pas chers, ils n'ont pas un PER monstrueux et ils ont aligné quand même des beaux résultats et un retournement de croissance favorable ces derniers trimestres. Téléperformance à 100 euros, même à moins de 100 euros, c'est plutôt une opportunité, je pense. Et le risque reste assez limité. Donc, encore une action à acheter maintenant. Hein, si vous cherchez des valeurs françaises, Téléperformance, on est favorable. Et Walmart, ça fait 3 jours que j'oublie. Walmart, les grands magasins américains, un peu symbole de la santé économique du portefeuille des ménages américains. Parce que si on dépense beaucoup sur Walmart, c'est que tout va plutôt bien. Maintenant, quand on commence à se serrer la ceinture, les chiffres de Walmart, ils vont tomber. Alors, Walmart, on en parlait aussi avec Vision Group, hein, notamment, parce que Vision Group, ils ont vendu leurs étiquettes électroniques. Maintenant, on en voit partout. Ça a véritablement changé. Hein, c'est les super et hypermarchés, notamment la gestion et l'optimisation grâce aux étiquettes électroniques. Et Walmart, donc, ils ont été un peu décevants dernièrement avec ce gap baissier. Et là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, il hésite hein, sur Walmart entre le possible ralentissement important économique des États-Unis, avec une possible inflation qui pourrait revenir aussi, c'est jamais très, très appréciable, notamment pour Walmart et surtout les clients de Walmart. S'il y a une inflation, ils vont dépenser un peu moins. C'est toujours pour ça hein, que la Fed ne baisse pas ses taux, parce qu'on a toujours une inflation super importante et qui n'arrive pas à être jugulée. Donc, Walmart, qui était évidemment sur ses plus hauts, hein, c'est pour le coup, là, c'est Nvidia. Hein. On a fait du x2 en... Peut-être pas. En un an, un peu plus d'un an, un peu moins. En un an, on fait du x2. Pour une entreprise comme Walmart, c'est assez exceptionnel. Donc, forcément, des petits retours, des petites consos sont pas anormales. Et c'est plutôt logique. Mais il faut voir quel type de conso on a et comment ça se passe. Parce que dernièrement, hein, résultat gap haussier, on vient jamais le combler. Résultat gap haussier, on vient jamais le combler. Résultat gap haussier, on vient pas le combler. Et là, boum, gap baissier. On a quand même donné un signal assez moyen. Donc là aussi, on peut voir sur Walmart et l'économie américaine un petit ralentissement et donc un transfert aussi des flux hein, qui se fait sur l'Europe. On l'avait vu notamment avec le graphe hein, sur le CAC 40 avec à la fois plus d'achats sur le CAC mais aussi plus de ventes à découvert sur le CAC, les marchés français mais aussi les marchés européens qui attirent beaucoup plus de flux en ce moment parce qu'il y a une petite incertitude sur les marchés américains. Alors ça reste évidemment les leaders, mais en cas de ralentissement comme ça, beaucoup de valeurs américaines vont consolider. Et ce qui va compter, c'est quoi? C'est Trump aussi et ses taxes pour accentuer la consolidation ou au contraire l'apaiser. Et les prochains chiffres qu'on aura au niveau macro et des entreprises. Mais la baisse, elle sera amplifiée ou stoppé par ces chiffres-là hein, qui vont arriver sur les États-Unis et l'implication de la politique de Trump. Et pour le moment, c'est plutôt moyen. Alors,
éviter aussi probablement de paniquer et de tout vendre parce que les baisses qu'on a, quand on baisse de 10-15% ou plus, généralement, bah, c'est à ces moments-là qu'on remonte, à moins de rentrer dans une récession assez dure. Alors Walmart, on n'en est pas là, on n'est qu'à 9%, mais on voit ici le moins 18, moins 20, ça pourrait être intéressant et pas surprenant qu'on ait finalement Walmart et la plupart d'autres valeurs aussi. On a vu les technologies qui étaient déjà sur des points clés, mais les valeurs un peu plus traditionnelles pourraient continuer de perdre encore. Alors par rapport à ce niveau d'aujourd'hui, une dizaine de pourcents et repartir. Donc il faut toujours savoir si on est plutôt moyen-long terme, si on est rentré pour des fondamentaux ou du technique. Là, techniquement, on est baissier, mais les fondamentaux, ben, on les réévaluera un peu plus bas. Et si on est toujours favorable, comme sur des valeurs plutôt fortes, ça repartira et ça rebondira. Voilà, et quelques valeurs abonnées. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'en ai oublié. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Des fois, il y en a que je ne vois pas. Moi, généralement, je vois tout. J'essaye de répondre à chaque fois. Mais si c'est pas le cas, mettez en commentaire. Robertet, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Alors, on a cette belle réaction depuis décembre 2023. On n'arrive pas à la résistance des 1000. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Boum, gap baissier. J'ai pas noté même le deuxième. Pas bon. Échec sur résistance sur 972, 973, 973. Échec. Gap baissier. À partir de là, on sait que ça va être très mauvais. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Un deuxième gap baissier, catastrophique. Retour de la moyenne à 200. Retest de la moyenne à 200, échec, forcément on descend. On a ici beaucoup de volume. Le 13 février, sous la moyenne à 200, c'est vendu. On tente de réagir, mais ça repart déjà à la baisse le surlendemain. Et on fait que baisser, on est sous toutes les moyennes. On n'a que des signaux négatifs. Donc c'est non. On a éventuellement un support ici sur les 788. Ou alors les 750. 730, 750, mais on voit que techniquement, là, c'est assez mauvais. On a le retournement, on a tout qui est à la baisse. Et on n'a pas de signaux pour rentrer. Donc, c'est négatif. Vika dans la construction, notamment matériaux. Bien, moi, j'aime bien ce secteur parce qu'il est en train de redonner aussi des signaux positifs. Je crois qu'on aura des chiffres là-dessus. J'avais noté, il me semble... C'est demain, jeudi, PMI construction en Europe à 9h30. On a beaucoup de chiffres là-dessus, donc on verra. Alors, les chiffres étaient mauvais. Le but, c'est qu'ils soient moins mauvais que précédemment. On n'est pas encore à des chiffres dans le vert sur la PMI, mais pourquoi pas si on a des chiffres exceptionnels, ce sera champagne. Donc Vika, c'est plutôt beau, c'est plutôt très beau. On est un peu en retard forcément, parce que le niveau ici des 37, si on avait mis une alerte, pas comme moi, bah ça s'achetait. Échec ici sur les 37. Et là aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est assez flagrant. C'est une figure de tasse à vacances. Alors là, elle n'est pas parfaite non plus, mais si vous attendez des dessins parfaits, des configurations parfaites, on ne fera jamais rien. La tasse, le bas de la tasse lance, le haut de la tasse, pardon, et ensuite lance, et on joue lance, et quand on casse lance, boum, on déclenche une séquence haussière. Donc les 37,9, échec ici, échec, et boum, sur les 38, cassure des 38, on achète, et derrière, on fait que monter. Donc oui, fallait acheter là, et là on est haut. On est en consolidation, alors pour l'instant plutôt bien, parce qu'on consolide à plat. Quand on consolide à plat, généralement, il y a des nouvelles séquences haussières après, parce que c'est un signe de force. Quand on consolide, normalement, on a le prix qui descend et la MACD aussi, là, non. Mais pour rentrer, c'est un peu rentrer à contre-temps maintenant, donc plutôt privilégier des actions qui sont un peu mieux en termes de temporalité. Parce que rentrer sur du... alors, est-ce qu'on a été plus haut avant? Oui.
On a été bien plus haut avant. Et on a notamment les 53 en objectif. Et on est quasiment sur les 49. Donc peut-être une prise de bénéfice assez prochaine sur Vika. Ce qui pourra nous donner notamment une porte d'entrée. Notamment hop, si on revient là. Et puis cette oblique là. Pour un retour. Alors soit sur les 40, 44, 45. Soit même ici. Sur les 38. Faudra voir le contexte économique à ce moment-là, mais si c'est le cas et qu'on a un début de rebond, bah ça s'achète. Les résistances comme ça, qui n'ont jamais été retestées en support, souvent quand on y revient pour la première fois, ça rebondit et c'est une zone d'achat, un support à acheter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.